Après le Maroc, la Corse, la Sardaigne et la Grèce, l'équipe des Tortues du Monde a décidé de vous emmener cette fois-ci en Slovénie. Pays d'une extraordinaire beauté, la Slovénie abrite une herpétofaune remarquable. Pas moins de 19 espèces d'amphibiens et 21 espèces de reptiles y vivent. Alors partons ensemble à la découverte de ces animaux et surtout descendons sous terre à la rencontre d'un amphibien mythique, le protée anguillard. La République de Slovénie est un pays d'Europe centrale qui couvre un peu plus de 20 000 km². Bordé par la mer Adriatique, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie, ce pays est surnommé le joyau vert de l'Europe. Il est marqué par de grands ensembles naturels d'une richesse exceptionnelle, qui s'expriment depuis le mont Triglav dans le nord, culminant à 2864 mètres d'altitude, jusqu'au littoral adriatique plus au sud. La première étape du voyage s'effectue au cœur d'une vallée verdoyante où coule une rivière d'eau fraîche et limpide. Ce large cours d'eau nommé Dragonia fait office de frontière naturelle avec la Croatie, le pays voisin. C'est en empruntant une piste sommaire que nous découvrons ces terres fertiles et nourricières. Culture maraîchère, vignes ou ruches traditionnelles côtoient une nature encore préservée grâce à des pratiques agricoles raisonnées. Ici, les champs sont délimités par des murets de pierres sèches, véritables micro-habitats propices aux amphibiens et aux reptiles. Mais c'est une maison abandonnée qui attire notre attention, car de nombreux lézards des ruines s'agitent sur les façades bâties en pierre sèche. En ce début de matinée, l'air est encore frais, et un mâle lézard des ruines se prélasse au soleil. Cette femelle en fait autant et ses rondeurs abdominales trahissent la présence d'œufs bientôt arrivés à maturité. Le mâle, de corpulence robuste, est caractérisé par une tête massive et une coloration vert-pomme plus vive que celle de la femelle. Sa peau perlée est réticulée de noir. Les lézards s'agitent et partent en quête d'une pitance bienfaisante. Un mâle, certainement plus adroit que les autres, vient de capturer une libellule fraîchement métamorphosée. Bien qu'encore tendre, les ailes de l'insecte compliquent la tâche du saurien, qui, dérangé par notre présence, s'échappe pour terminer son repas dans un fourré voisin. Non loin de là, des lézards des murailles ont élu domicile sur un pierrier en bordure de chemin. Une femelle gestante se gorge de soleil, imitée par un mâle qui aplatit son corps pour capter un maximum de chaleur. Chez cette espèce, la femelle est de coloration terne, le plus souvent marron clair. Le mâle, d'une corpulence plus massive, possède une robe beaucoup plus contrastée. La face ventrale de ce dernier s'orne de couleurs vives, allant du bleu au rouge en passant par le noir. Certains individus sont régulièrement parasités, comme ici, par des tiques implantées au niveau de la jonction de la patte avant droite. Mais le lézard des murailles demeure toujours sur ses gardes, car le danger peut venir aussi bien du ciel que de la terre ferme. En effet, il partage son habitat avec un redoutable prédateur gourmand de sauriens, la couleuvre verte et jaune. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette espèce n'est pas verte et jaune. Elle présente normalement une robe grisâtre chez le jeune et noire tachetée de jaune chez l'adulte, sauf dans quelques pays d'Europe comme en Slovénie,
où certains individus sont mélaniques, c'est-à-dire entièrement noirs. Elle se rencontre à la base des haies ou dans les murets de pierres sèches. Il n'est pas impossible de la surprendre à découvert, comme ici, sur un chemin de terre. Cette belle couleuvre qui atteint 1,70 m de long est connue pour son caractère bien trempé. Inquiétée, elle fuit rapidement en ondulant son corps sur le sol et en prenant appui sur le moindre relief du substrat. Bien que sa morsure soit douloureuse, elle n'est pas dangereuse pour l'homme. En revanche, pour le peuple des sauriens, elle représente une sérieuse menace. Même le lézard vert, bien plus massif que le lézard des murailles, s'en méfie. Une minute d'inattention et il finira lui aussi dans l'estomac de l'inquiétante couleuvre noire. Mais pour l'heure, le lézard vert a d'autres préoccupations, car c'est la période des amours. Le mâle se distingue de la femelle par une corpulence plus massive et une gorge bleue métallique. Pour parvenir à ses fins, il lui faut s'armer de patience, et des jours durant, il va demeurer à proximité de sa promise, lui faisant la cour avec délicatesse et obstination. Parfois, la femelle, excédée par tant d'impertinence, fuit promptement son prétendant qui ne désespère jamais de la séduire. Quelques semaines après l'accouplement, la femelle s'isole et passe son temps à thermoréguler pour favoriser le développement de ses œufs. Elle se reconnaît aisément à ses couleurs moins contrastées ainsi qu'à la finesse de sa tête et à sa gorge légèrement bleutée. Plus loin, c'est une zone inondée qui attire notre attention. Plantée de peupliers, de carex, d'iris jaunes et de roseaux, elle paraît favorable à la présence d'amphibiens. La nuit venue, le chant intense des anours se fait entendre. Ce site, calme durant la journée, s'anime densément la nuit tombée. C'est soirée de fête chez les rainettes vertes, et à les entendre pousser la chansonnette, elles se sont toutes donné rendez-vous sur cette scène marécageuse improvisée. La présence de ventouses à chaque extrémité des doigts leur permet d'envisager toutes les positions. Dans les arbustes surplombant le milieu aquatique ou sur les feuilles tendres des iris. Certains mâles, moins prompts à la cascade, demeurent à la surface de l'eau, en se maintenant sur des feuilles à moitié immergées. La rainette verte, qui atteint une longueur de 5 cm, se caractérise par une couleur dorsale vert pomme et une ligne latérale noire. Ses gros yeux globuleux sont un excellent auxiliaire de chasse et lui servent à capturer les insectes dont elle se nourrit. Le lendemain, les prospections reprennent de plus belle. Nous remontons la rivière Dragonia pour tenter d'y observer la cistude hellénique, seule tortue présente en Slovénie. Mais nous croisons, postée en bordure de rivière, une somptueuse couleuvre à collier. Cette grande couleuvre inoffensive mesure jusqu'à 1,40 m de long. Sa robe est de couleur gris métallique, tachetée de noir et de bleu ciel. Elle tire son nom de la présence d'un double collier noir et jaune très marqué chez les jeunes spécimens, mais qui s'estompe avec l'âge. Elle se nourrit principalement de grenouilles et de poissons, qu'elle capture avec une grande agilité. Elle darde activement sa langue comme pour mieux appréhender un éventuel danger. Notre présence n'est pas sans l'inquiéter,
et elle décide de prendre le large en traversant la rivière, toujours en maintenant sa tête hors de l'eau. Une petite pause au milieu du cours d'eau et elle repart, habitée par le souci de se mettre rapidement à l'abri. Trop de ses sœurs ont payé injustement de leur vie la rencontre avec l'homme. Il ne fait aucun doute que la vallée de la Dragonia est riche d'une herpétofaune très variée. Mais aucune cistude n'a été observée dans la rivière. Le découragement n'est pas de mise, et nos recherches se portent maintenant sur les marais salants côtiers. Ces derniers sont parcourus par de nombreux canaux peu profonds, bordés de roseaux et fortement végétalisés de plantes aquatiques immergées. Dans l'eau claire d'un petit canal, une couleuvre aquatique est surprise en pleine activité de chasse. C'est une couleuvre tessellée. Posée parmi les algues vertes filamenteuses, elle semble attirée par l'activité d'un banc d'alevins. Se déplaçant lentement, elle s'arrête souvent comme pour mieux appréhender la distance qui la sépare de ses proies. Puis, repliant son cou en S, elle se détend brusquement en direction du nuage formé par la réunion des petits poissons insouciants. Raté. Les alevins sont parvenus à déjouer le plan culinaire de Dame Tesselée. Mais cette dernière a plus d'un tour dans son sac, et bientôt elle reviendra sur la pointe des écailles pour frapper là où on ne l'attend pas. Pour l'heure, et après un grand bol d'air pur, notre chasseuse désabusée disparaît momentanément dans les tumultes du ruisseau. Mais les canaux des marais salants n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Enfin, les premières cistudes helléniques sont surprises dans ces points d'eau. Les plus téméraires se prélassent sur les berges, tandis que les plus craintives préfèrent rester parmi les plantes aquatiques. Ça et là, des têtes fendent la surface, mais disparaissent rapidement au moindre danger, regagnant ainsi le fond boueux du point d'eau. Stimulés par le printemps, les mâles reptiles de toutes espèces ressentent l'irrésistible besoin de s'accoupler, et ce, afin d'assurer la pérennité de leur race. La cistude hellénique n'échappe pas à ce scénario érotique, comme le montre ce mâle chevauchant sa belle. Ses griffes acérées lui permettent de se maintenir sur la dossière de la femelle. Et par de violents coups de tête, il tente d'immobiliser sa dulcinée pour faciliter le coït. Quelques semaines après l'accouplement, la femelle déposera ses œufs dans un nid qu'elle creusera à terre. Si elle ne se sent pas en sécurité dans l'eau, la cistude, très agile à terre, n'hésite pas à quitter l'élément liquide pour gagner la protection des joncs buissonnants. Cette tortue aquatique n'excède pas une vingtaine de centimètres à l'âge adulte. Elle est caractérisée par une couleur noire, mouchetée ou striée de jaune vif. La tête, notamment chez la femelle, est ponctuée de grosses taches jaunes. Le mâle est doté d'un iris rougeâtre et de couleur générale plus terne. Son bec, corné et tranchant, lui permet de découper ses proies sans difficulté. Il est aidé en cela par ses pattes puissantes, terminées par des griffes robustes et saillantes. Plus loin, une jeune cistude dévoile la coloration typique de l'espèce avec son fond noir piqueté de jaune. Un dernier regard sur ces reptiles à carapace qui résistent tant bien que mal aux perturbations humaines de plus en plus oppressantes, et nous quittons le sud de la Slovénie en direction de la ville de Postonia.
Sur le chemin, nous nous arrêtons dans la forêt de Scadancina pour y observer un petit lézard étonnant. Plantées de hauts conifères, les parcelles forestières sont serties de vieux murets en pierre sèche, offrant ainsi aux reptiles sauvages d'innombrables cachettes. Une espèce fait l'objet de notre convoitise. Il s'agit de l'algyroïde à points noirs. Une belle femelle, reconnaissable à la couleur terne de sa robe, est surprise en plein soleil. Elle nous lorgne du coin de l'œil. Son corps est couvert d'écailles fortement carénées. Une autre femelle en posture d'insolation apparaît démunie par l'absence de son appendice caudal. L'a-t-elle perdue suite aux assauts répétés et violents d'un prétendant ou de l'attaque avortée d'un prédateur? Nous ne le saurons jamais. La femelle possède une couleur générale terne. Le mâle, lui, se pare en période de reproduction d'une robe étincelante. Le dessous du corps est orange à rougeâtre et la gorge bleu métallique. L'algyroïde à points noirs, largement répandu tout le long des pays bordant la mer Adriatique, atteint une longueur de 20 cm. En Slovénie, cette espèce se rencontre uniquement dans l'ouest du pays, où elle fréquente les éboulis rocheux, les falaises et les pierriers. Elle partage son temps entre la chasse aux insectes et les postures d'héliothermie. Et si le substrat rocheux est trop chaud, ce petit saurien habile soulève régulièrement ses pattes arrière, évitant ainsi toute surchauffe inappropriée. Nous reprenons la route pour notre troisième étape, qui nous mène jusqu'aux portes de la ville de Postonia. Nous avons rendez-vous dans 2 jours avec les spécialistes de l'animal le plus emblématique du pays, le protée-anguillard. La ville de Postonia, qui compte environ 12 000 habitants, est située dans une région vallonnée, plantée de grandes forêts mixtes de conifères et de feuillus. C'est en prospectant une prairie proche de Postonia que nous surprenons une couleuvre d'Esculape qui se chauffe au soleil, dans l'herbe encore humide du matin. La couleuvre d'Esculape peut atteindre 1,60 m de longueur. Sa coloration générale est marron clair et son ventre jaunâtre. Le corps est souvent moucheté de points blancs. Elle est présente à peu près partout en Slovénie dans les zones de basse altitude, aussi bien dans les milieux boisés que dans les prairies ou les lisières de forêt. C'est une espèce franchement arboricole et dont les prouesses acrobatiques sont remarquables. Elle parvient ainsi à passer de branche en branche avec une agilité déconcertante. Cette couleuvre inoffensive pour l'être humain chasse les oiseaux et leurs œufs dans les arbres. Elle ne dédaigne pas pour autant les mulots et les campagnols qu'elle tue par constriction. C'est aussi une grande prédatrice de lézards, et l'orvet que nous croisons à proximité n'a qu'à bien se tenir. Profitant de la générosité du soleil, l'orvet fragile expose son corps longiligne à l'orée d'un bois de feuillus. Ce reptile aux écailles dorsales lisses et brillantes, et à la couleur générale marron clair à marron cuivré, atteint une longueur record de 57 cm. Sa queue est aussi longue que son corps, et se casse fréquemment dans la gueule ou les griffes d'un prédateur. C'est de cette particularité nommée autotomie par les scientifiques que lui vient son nom d'orvet fragile. La tête de ce mâle adulte est massive, avec des mâchoires puissantes qui lui servent à capturer les lombrics et les escargots dont il est friand.
Sa langue courte et large lui permet de capter toutes les particules odorantes qui l'entourent et qui le renseignent sur la présence d'une éventuelle proie ou d'un prédateur. En Slovénie, l'orvet fragile est l'une des espèces les plus couramment observées sur le terrain. Contrairement à son apparence, l'orvet n'est pas un serpent, mais un lézard apode, c'est-à-dire sans pattes. L'évolution lui a sans doute joué un mauvais tour, car beaucoup de personnes le détruisent, pensant avoir affaire à une vipère. Plus loin, c'est la bien nommée coronelle lisse que nous observons. Cette couleuvre de taille moyenne atteint une longueur maximale connue de 90 cm. Sa tête est peu distincte du corps. Ses écailles sont lisses et luisantes et la coloration de son dos varie du gris au marron rougeâtre ou cuivré. 2 rangées de taches noires sont plus ou moins visibles tout le long du dos. Le dessus de la tête est marqué par une grande tache noire. Un bandeau sombre part de la narine et se prolonge jusqu'à la commissure des lèvres. L'œil et la pupille sont ronds. Cette espèce possède une aire de répartition très vaste en Europe. Les milieux rocailleux représentent son habitat de prédilection, bien qu'elle affectionne aussi les lisières de forêt. Son régime alimentaire se compose principalement de lézards, tout en faisant la part belle aux campagnols, mulots, musaraignes, insectes et autres jeunes serpents. La coronelle lisse est un serpent qui cultive la discrétion comme art de vivre, et son observation est délicate. Sa ressemblance lointaine avec une vipère lui vaut toutes les misères du monde, et beaucoup de coronels se font tuer par ignorance. D'ailleurs, sa patience a des limites, et elle ne tarde pas à regagner une retraite dont elle a le secret. Notre curiosité nous mène cette fois-ci aux abords d'un grand lac entouré de montagnes et de forêts. En périphérie du plan d'eau, d'immenses étendues marécageuses peu profondes guident nos pas. Le paysage somptueux et les habitats qui le définissent nous imprègnent d'une ferveur pleine de promesses. Nous espérons que nos amis reptiles et batraciens seront au rendez-vous. Notre impatience est vite rassasiée. Posté à découvert sur un tronc d'arbre, un lézard des souches captive notre attention. Cette femelle adulte profite de la chaleur solaire pour thermoréguler avec une grande assiduité. Sa silhouette généreuse indique clairement que de nombreux œufs se cachent sous cette peau tendue. Le lézard des souches, d'apparence trapue, atteint une longueur maximale de 24 cm. La femelle est entièrement marron, tandis que le mâle se pare d'une robe verte étincelante. Ce lézard vit dans les milieux ouverts, mais disposant de nombreux abris pour lui permettre de battre en retraite. Ses prédateurs ne manquent pas, et les serpents sont les premiers à s'en délecter, comme cette vipère péliade qui se chauffe au soleil. Son corps volontairement aplati lui permet de capter un maximum de chaleur. Et sa langue qui sort et rentre rapidement témoigne de l'état de vigilance dans lequel se trouve cette jeune vipère. La vipère péliade, qui atteint une longueur de 1 mètre dans certains pays nordiques, se rencontre dans les zones de plaine et de montagne jusqu'à une altitude de 2700 mètres. Bien qu'elle soit venimeuse, sa morsure n'est en principe pas mortelle pour l'être humain. En revanche, son venin est très efficace dans la capture de ses proies habituelles telles que les rongeurs, les lézards et les grenouilles. Les zones humides et peu profondes qui encerclent le lac finissent par nous convaincre d'attendre la tombée de la nuit pour y surprendre les amphibiens en pleine action. Nos prospections nocturnes débutent par l'observation de dizaines de grenouilles vertes qui chantent à en perdre la tête. De nombreux mâles se positionnent dans des lieux de faible profondeur. Les grenouilles se maintiennent accrochées à des végétaux flottants en écartant au maximum leurs longues pattes musculeuses dans un souci d'équilibre parfait, mais somme toute précaire. Nous sommes aux prémices de la saison des amours chez les grenouilles.
et les mâles, toujours pressés d'asseoir leur autorité sexuelle, jouent du sac vocal. Ce n'est que plus tard, quand le printemps sera bien entamé, que les femelles finiront par succomber au charme sonore de leurs prétendants. Mais pour l'heure, les répétitions vont bon train. En dépit de leur nom commun de grenouilles vertes, nous observons à quel point, au sein d'une seule et même population, la couleur des grenouilles est extrêmement variable. Vert clair, vert foncé ou brune parcourue d'une ligne médiane verte, chez les grenouilles vertes, tout est possible pour parvenir à leur seul et unique objectif, séduire une belle femelle aux longues pattes effilées. Nous quittons les abords du lac et pénétrons dans le massif forestier environnant. La nuit est douce. La température n'est ni trop chaude ni trop froide. Juste ce qu'il faut pour que les grenouilles brunes et les salamandres s'aventurent sur la litière de la forêt. D'ailleurs, une première grenouille agile posée sur un parterre de mousse, la respiration rapide et les narines en action, nous observe avec un certain étonnement. De taille moyenne, la grenouille agile atteint une longueur maximale de 6,5 cm. Elle est caractérisée par un museau proéminent, long et légèrement arrondi. Ses grands yeux ronds sont constitués d'une pupille ovale et d'un iris doré ou argenté dans sa partie supérieure et foncé dans sa partie inférieure. Le masque temporal sombre est nettement marqué surtout en arrière de l'œil. Le tympan, de forme circulaire, est très grand. La peau dorsale lisse est brun roussâtre ou grisâtre plus ou moins foncé et tacheté de brun. La couleur de la face ventrale varie entre le blanc nacré et le rosé, mais généralement uniforme. La grenouille agile est avant tout une espèce terrestre qui se rend à l'eau uniquement en période de reproduction, pour l'accouplement et pour y déposer ses œufs. Son principal moyen de défense réside dans sa capacité à bondir promptement pour disparaître comme par enchantement. Des qualités sportives qui feraient pâlir le plus grand champion de saut en longueur de tous les temps. En Slovénie, la grenouille agile est présente dans tous les massifs forestiers qui constituent un habitat propice à son existence. Mais sa coloration, qui rappelle étroitement celle des feuilles mortes qui jonchent le sol, rend son observation des plus hasardeuses. Le lendemain matin, une belle rivière qui serpente en contrebas d'une vallée encaissée nous interpelle. La petite prairie qui l'aborde présente des zones inondées qui abritent des têtards de crapauds communs. Cette découverte très prometteuse nous décide à y retourner de nuit pour y filmer les adultes. Dans cette cuvette peu profonde, les crapauds sont au rendez-vous. Les mâles se tiennent droit sur leurs pattes, exposant à la mare entière leur fierté et la grandeur de leur puissance. Mais la concurrence est rude. Et quand on a la chance de trouver l'amour, on s'y agrippe, avec une opiniâtreté délirante. Le mâle s'accroche sur le dos de la femelle et s'y maintient en lui enfonçant ses poings sous les aisselles. Lorsque la femelle expulse les premiers œufs, le mâle, transformé pour l'occasion en sage-femme, aide sa compagne dans le douloureux exercice de la ponte. Il excite l'orifice cloacal de la femelle avec ses orteils et avec ses mains, tout en lui donnant au besoin de petits coups sur les flancs. Les cordons d'œufs ainsi accrochés aux plantes sont expulsés avec plus ou moins de rapidité, en formant d'étranges figures géométriques qui ramènent toujours nos amoureux à leur point de départ. Les plus grosses femelles peuvent pondre jusqu'à 7000 œufs. À l'écart de l'agitation érotique de ses pairs, un mâle parti en chasse plus tôt s'intéresse de près à la présence d'un ver de terre.
Il se fige, fixe sa proie, ne la quitte plus des yeux, se positionne et d'un mouvement rapide, la capture. Souvent, plusieurs essais sont nécessaires, mais cette fois, la détermination ou l'appétit du crapaud l'emporte. En prolongeant notre sortie dans les forêts alentours, nous ne tardons pas à croiser sur notre chemin une belle salamandre tachetée. Cette urodèle de grande taille, commune dans les forêts slovènes, atteint une longueur de 21 cm. Sa morphologie caractéristique est de forme élancée avec une tête plus large que longue. Sa coloration générale est noire tachetée ou parfois lignée de jaune vif. Notre invité surprise semble pressé ou peut-être importuné par notre présence. La salamandre tachetée profite d'un parterre de mousse fraîche pour s'y réfugier et disparaître ainsi de notre scène improvisée. Les nombreuses observations qui jalonnent notre progression ne sont pas terminées. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car ce soir, Dame Nature se fait généreuse. Nous l'espérions sans trop y croire, mais sous nos yeux, posée sur un rocher, une autre salamandre focalise toute notre attention. Enfantée par la nuit ou endeuillée, la robe noire de cet amphibien urodèle nous interpelle quant à l'identité réelle de cette salamandre. En fait, il s'agit bien d'une espèce à part entière, décrite en 1768 par le célèbre médecin naturaliste autrichien Laurenti. Voici la salamandre noire. En Slovénie, cette espèce est l'hôte privilégié des forêts de montagne où elle vit dans le même habitat que la salamandre tachetée tout en prenant soin de l'éviter, car la mixité n'est pas son fort. D'une longueur maximale de 16 cm, la salamandre noire présente un aspect général boudiné, avec une peau lisse et luisante. Sa tête, peu distincte du corps, est pourvue de 2 glandes parotoïdes bien visibles en arrière de ses yeux proéminents. 2 rangées d'orifices glandulaires sont visibles le long de la colonne vertébrale. C'est à partir de ces pores que la salamandre menacée sécrète du venin sous forme de liquide blanchâtre et mousseux, décourageant les papilles gustatives de ses assaillants. Elle vit principalement en montagne, jusqu'à une altitude de 2800 mètres. Pour survivre aux contraintes altitudinales parfois sévères, la salamandre a développé une stratégie reproductive étonnante, fondée sur la viviparité. En effet, sa gestation très longue, entre 3 et 4 ans, donne généralement naissance à 2 jeunes salamandres de 4 à 5 cm de long, en tout point identiques à leurs parents. Son régime alimentaire est principalement composé d'invertébrés terrestres tels que les araignées et les insectes qu'elle capture au gré de ses chasses nocturnes. Mais il est temps pour nous de laisser ce petit peuple de la nuit, car demain nous avons rendez-vous avec l'animal le plus emblématique de la Slovénie. Le lendemain, de retour dans la ville de Postonia, les scientifiques de la grotte Planinska Jama nous attendent pour nous faire découvrir les secrets du monde souterrain. La moitié du territoire slovène repose sur un sol calcaire qui, avec l'action naturelle de l'érosion hydrochimique et hydraulique, a donné naissance à une structure géomorphologique nommée karst. Ces formations karstiques sont indissociables de l'histoire slovène, car elles ont permis au cours de millions d'années la création de milliers de grottes, gouffres et lacs souterrains. De sorte qu'à l'heure actuelle, la ville de Postonia est célèbre dans le monde entier comme étant le berceau de la spéléobiologie, cette branche de la biologie qui étudie la vie en milieu souterrain. La diversité et le nombre des espèces animales découvertes dans le réseau des grottes de Postonia s'avèrent être les plus riches du monde.
Et parmi ces joyaux vivants que sont les animaux cavernicoles, une espèce nous interpelle plus particulièrement, le protéanguillard. Une grande partie de l'économie locale de Postojna repose sur le tourisme, et principalement sur la grotte la plus visitée et la plus médiatique de Slovénie. Si l'ours brun de Slovénie fait beaucoup parler de lui, notamment en France, le protéanguillard, nommé ici homme-poisson, est une véritable star dans son pays, au point d'occuper une place importante dans le quotidien des habitants. Historiquement, la grotte de Postojna est connue depuis le XIIIe siècle. Dans son pays et à travers le monde entier, elle s'est rapidement imposée comme une curiosité naturelle inégalée. Aujourd'hui, cette grotte est le premier site touristique du pays et d'incroyables aménagements ont été entrepris pour accueillir les milliers de visiteurs qui se pressent chaque année à son entrée. Hôtels, boutiques et restaurants affichent complet. Mais avant de pénétrer dans les entrailles de la Terre, nous croisons sur le parking de la grotte un bus dont l'effigie ne nous laisse pas indifférents. L'accès au cœur de la grotte s'effectue à l'aide d'un petit train électrique. Le convoi traverse diverses salles, tapissées de stalactites et de stalagmites, où l'atmosphère est saturée d'humidité. Ici, la température ne dépasse pas les 10 degrés. Arrivé à destination, le flot de touristes suit un parcours balisé en présence d'un guide. Quant à nous, accompagnés par une équipe de biologistes et guidés par Slavko Polak, spéléobiologiste à la grotte de Postojna, nous accédons à une partie interdite au public. Nos pas se pressent sur des chemins étroits et glissants que nos lampes frontales peinent à éclairer. Autour de nous s'érigent des concrétions calcaires aux formes multiples. C'est l'ouvrage de l'eau et du temps qui célèbre leur génie créateur à travers une œuvre inattendue. Les trous d'eau font l'objet d'une prospection minutieuse, mais les premières tentatives se révèlent infructueuses. Notre progression se poursuit avec l'angoisse de rentrer bredouille. Mais bientôt, notre groupe s'arrête en bordure d'une vaste salle inondée. Aidés de nos torches, nous scrutons les zones immergées, facilitées en cela par l'incroyable limpidité de l'eau. Slavko Polak, notre guide scientifique, ne tarde pas à dénicher le premier protéanguillard de la journée. Bientôt, d'autres spécimens s'offrent à nous. Mais dérangés par l'intensité lumineuse de nos torches, les protés fuient en se cachant sous un rocher ou sous une pierre plate. C'est en 1768 que le savant autrichien Laurenti, déjà descripteur de la salamandre noire, baptise un amphibien cavernicole du nom scientifique de Proteus anguinus, en référence au dieu marin Protée, fils de Poséidon et de Thétis, et à ses mœurs exclusivement aquatiques. Le protéanguillard se rencontre dans le réseau hydrographique souterrain du karst dinarique de plusieurs pays bordant la mer Adriatique. Il est connu du nord-est de l'Italie, de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie et de l'Herzégovine jusqu'à la frontière du Monténégro. Le protéanguillard vit dans l'obscurité des cours d'eau souterrains depuis la surface jusqu'à 300 mètres de profondeur. Il affectionne les trous d'eau de dimensions plus ou moins importantes qui se maintiennent autour de 10 degrés.
Cette urodèle dépigmentée, de couleur rose chair, se caractérise par un corps très allongé, pouvant atteindre 35 cm de long, et doté d'une paire de pattes réduites à l'avant et à l'arrière. Sa tête presque triangulaire est terminée par un museau en forme de bêche. Il est aveugle et ses yeux rudimentaires sont peu discernables. 3 paires de branchies externes, rouge clair à rouge sang, sont nettement visibles en arrière de la tête. Sa queue atteint un tiers de la longueur totale de son corps. Le protéanguillard se déplace lentement, épousant à la manière d'un serpent les reliefs de son environnement aquatique. Mais cela n'exclut pas une grande réactivité et en cas de danger, le proté s'échappe rapidement. Son régime alimentaire se compose d'invertébrés aquatiques et notamment de crustacés cavernicoles comme cette petite crevette aveugle. Le protéanguillard peut vivre une centaine d'années et atteint sa maturité sexuelle entre 10 et 12 ans. Il se reproduit à l'état larvaire selon un processus nommé par les scientifiques de néoténie. Le mâle exécute une danse nuptiale pour séduire la femelle et dépose un spermatophore, petit réceptacle contenant les spermatozoïdes, aussitôt absorbé par le cloaque de la femelle. Peu de temps après la fécondation, la femelle pond jusqu'à 70 œufs, déposés individuellement ou par petits groupes et collés sur les faces inférieures des pierres et des rochers. Les œufs sont gardés par la femelle et parfois par le mâle. L'éclosion a lieu après 90 à 140 jours d'incubation. Le protéanguillard n'a pas fini de nous surprendre. Récemment, des scientifiques ont montré qu'il n'existerait pas une, mais au moins 5 espèces différentes de protéanguillards réparties sur l'ensemble de son aire de distribution. Nous apprenons d'ailleurs qu'un proté de couleur bien plus sombre serait visible dans un site à 160 km d'ici. Fascinés par cette espèce, nous quittons Postonia en direction du sud-est du pays à la recherche de cette sous-espèce de proté récemment découverte. Sur la route, une halte est effectuée dans la forêt humide de Kostanjevica. Ce vaste massif forestier composé d'arbres centenaires est inondé une bonne partie de l'année. Les pluies abondantes de ce printemps forment de grandes zones marécageuses en plein cœur de la forêt, où poussent des plantes telles que les iris des marais. Quelques coups d'épuisette nous renseignent sur le peuplement batracologique du coin. 2 espèces de tritons sont recensées, le triton alpestre oriental et le triton ponctué méridional. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont très abondants dans cette forêt. Le triton alpestre oriental atteint une taille d'une dizaine de centimètres à l'âge adulte. En période de reproduction, il présente un dimorphisme sexuel très marqué. La femelle est verdâtre, tandis que le mâle se pare de couleurs chatoyantes. Son corps bleuté ponctué de noir est caractérisé par un ventre orange vif. Le ventre légèrement gonflé de cette femelle indique qu'elle est gestante et que bientôt, elle déposera des dizaines d'œufs isolément sur les feuilles des plantes aquatiques. Comme les reptiles, les batraciens changent régulièrement d'épiderme. Une femelle s'apprête à muer. La peau se détache d'abord de l'extrémité de la tête et en se frottant aux branches ou aux pierres de son habitat, elle parvient peu à peu à s'en extraire et n'hésite pas à céder de sa gueule pour terminer le travail. Souvent, les tritons mangent leur mue, mais cette femelle, dérangée par un intrus, préfère l'abandonner.
Le triton ponctué méridional, lui, est une espèce beaucoup plus petite qui n'excède pas 9 cm de long. En livrée nuptiale, le mâle prend l'apparence d'un petit dragon avec sa crête dorso-caudale et ses couleurs vives. Son corps est verdâtre ponctué de noir et le bas de sa longue queue effilée est bleu ciel. Ses yeux ronds sont dotés d'un iris doré barré de noir. La femelle, toujours plus discrète chez les tritons, est uniformément verdâtre avec un ventre clair et une bande longitudinale jaune. Les tritons sont très communs en Slovénie où ils investissent tous les points d'eau calmes et dépourvus de poissons, leur ennemi juré. Mais cette forêt nous réserve d'autres surprises. Et les prospections nocturnes nous livrent de nouvelles découvertes. Une grenouille rousse s'immobilise à notre approche. Cette espèce se caractérise par une apparence massive, des pattes puissantes et musclées ainsi qu'une tête courte et un museau arrondi. Sa couleur générale est brune, avec les flancs jaunâtres et une tache temporale sombre. Sa face ventrale est blanchâtre à rougeâtre. Et ses gros yeux ronds et globuleux nous fixent avec étonnement et probablement de l'inquiétude. La grenouille rousse, qui atteint une longueur de 11 cm, se rencontre dans les milieux frais comme les forêts de plaine et de montagne jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Elle se nourrit principalement d'invertébrés tels que les limaces, lombriques et insectes qu'elle capture au gré de ses déplacements. Mais nous sommes attirés par les jappements plaintifs à peine audibles qui se font entendre à quelques mètres de nous. Cette manifestation sonore est caractéristique d'un petit amphibien bien connu. Il s'agit du chant nuptial du crapaud à ventre jaune, également appelé sonneur à ventre jaune. Dans une flaque qui barre la piste forestière, nous observons notre premier spécimen. Sa taille réduite et sa couleur terreuse le rendent presque invisible pour qui ne le cherche pas. Surtout lorsqu'il est posé sur la boue. Ce crapaud mesure moins de 6 cm à l'âge adulte. Il est caractérisé par un corps déprimé, un museau arrondi et des yeux proéminents qui laissent apparaître une pupille en forme de cœur. Les membres arrière sont courts et palmés. Le corps est recouvert par une peau épaisse, finement verruqueuse et hérissée de pointes noires cornées. La face supérieure de son corps est de couleur beige à verdâtre. Extrêmement discret, il ne dévoile pas tous ses secrets au premier coup d'œil. Son ventre ainsi que la face interne de ses membres sont bigarrés de jaune. Menacé, il prend une position de défense inhabituelle qui consiste à courber au maximum sa colonne vertébrale tout en montrant le dessous de ses membres tachés de jaune. Cette couleur vive, qualifiée d'aposématique par les spécialistes, est un avertisseur pour les prédateurs. « Attention, je suis toxique !» semble dire notre crapaud à ventre jaune à l'assaillant non averti. Espèce de plaine, le sonneur à ventre jaune investit les petits points d'eau peu profonds et bien exposés comme les clairières, les mares, les fossés ou les carrières. D'un appétit vorace, il se nourrit de petites limaces, d'insectes et de vers de terre. Laissant derrière nous la forêt humide de Kostanjevica, nous poursuivons notre route pour nous rendre plus au sud, non loin de la frontière croate, pour y découvrir cette autre population de protéanguillards nettement différente de celle observée à Postonia. L'endroit est situé dans le village champêtre de Jelsevnik, où nous attend Richard, le gardien des protés.
Rien ne prédestinait Richard, agriculteur de profession, à s'occuper des protées. Jusqu'à la découverte par un scientifique slovène d'une population de protées noirs qui vivaient cachés dans une source située sur son terrain. Aidé par sa famille et ses amis, Richard protège les protées depuis de nombreuses années et permet aux touristes les plus curieux d'observer ces étranges amphibiens qui vivent sous terre. Le soir même, Richard nous conduit jusqu'à une tente qui protège la résurgence où vivent les protées noirs. Ces animaux ne tolèrent pas la lumière et ils vivent tout au long de l'année dans l'obscurité. Ils pointent le bout de leur nez uniquement à la nuit tombée. Nous en apercevons de manière furtive qui sortent des anfractuosités présentes naturellement dans le sol. Les protées se déplacent sur le fond sablo-limoneux et se faufilent à travers les blocs rocheux de la source. Ils vivent dans une eau dont la température se maintient tout au long de l'année entre 10 et 11 degrés. Le protée anguillard noir vit dans les formations karstiques peu profondes et remonte à la surface par le biais d'une résurgence, et le plus souvent lorsqu'il pleut fortement. Il s'aventure jusque dans les prairies herbeuses inondées pour y trouver sa nourriture constituée d'insectes et de lombrics. Les habitants de la région connaissent depuis très longtemps son existence, mais ils le considéraient comme un lézard aquatique de couleur sombre. Le protée anguillard noir a été découvert officiellement en 1986 dans la source de la rivière Dobličica, située à une poignée de kilomètres de chez Richard. À l'heure actuelle, il est connu de seulement 3 localités, toutes recensées en Slovénie. Les scientifiques l'ont décrit en 1994, soit plus de 200 ans après le protée anguillard de Postonia. Autant dire qu'il s'agissait d'une grande découverte. La maison de Richard est devenue un véritable musée vivant pour la connaissance et la conservation du protée anguillard noir. Et grâce à l'élaboration de panneaux pédagogiques, les visiteurs découvrent l'histoire du protée noir et les enjeux de sa protection. Nous quittons Richard et ses protées pour nous diriger vers l'ultime étape de notre voyage, le mont Sabotine, situé à la frontière italienne. Une dernière étape de plus de 220 km. En chemin, nous nous arrêtons en bordure d'une mare qui abrite une population de tritons crétés italiens. Cette espèce qui atteint une longueur de 18 cm est le plus gros triton de Slovénie. La période de reproduction bat son plein et les mâles se parent de leurs plus belles couleurs pour attirer la jante féminine. La femelle possède une coloration moins contrastée tandis que le mâle est doté d'une crête dorsale dentelée, une tête fortement réticulée de blanc et de noir et un iris cuivré. Son corps svelte et allongé est verdâtre ponctué de noir. Son ventre est entièrement orangé, tacheté également de noir. Les pattes arrière sont dotées de longs doigts. Enfin, sa queue, longue et effilée, est marquée de magnifiques reflets bleutés et blanchâtres. Le triton crété italien se déplace avec agilité sur le fond des mares et des canaux, ainsi que parmi les plantes aquatiques largement présentes dans son habitat. Il chasse à l'affût ou en maraude les petits vers de vase ou tous autres invertébrés aquatiques qui croisent son chemin. Quand il a repéré une proie comme ici, un tétard de crapaud commun,
Il s'avance doucement jusqu'à sa portée et il tente de l'aspirer violemment. Bien que cette technique ne marche pas toujours du premier coup, elle s'avère tôt ou tard payante. Notre chemin nous conduit maintenant sur les pentes du mont Sabotine. Théâtre de sanglants affrontements entre les armées austro-hongroises et italiennes durant la Première Guerre mondiale, les façades escarpées du mont Sabotine sont également un site naturel qui recèle une exceptionnelle biodiversité. Une espèce nous intéresse particulièrement, la vipère amodite. Les conditions climatiques très favorables permettent d'observer rapidement une première vipère, levée au creux d'un éboulis. Son mimétisme avec le milieu environnant est saisissant. Son corps est entièrement gris marqué d'un dessin dorsal en zigzag plus sombre. Le bout de sa queue est orange. La vipère amodite se rencontre du sud de l'Autriche jusqu'en Grèce, où elle fréquente aussi bien les plaines que les montagnes. Cette espèce qui atteint une longueur d'1 mètre est immédiatement reconnaissable à la corne molle et flexible, recouverte de petites écailles situées à l'extrémité de son museau. Sa pupille verticale, surmontée d'une écaille supraoculaire saillante, lui confère cet air menaçant tant redouté par les hommes. Inquiétée, la vipère amodite souffle bruyamment et n'hésite pas à mordre si nécessaire. L'envenimation est réalisée grâce à la présence de 2 crochets reliés à une glande à venin. De par la quantité et les propriétés du venin qu'elle peut injecter, la morsure de la vipère amodite est potentiellement mortelle pour l'homme. La vipère mord pour se défendre, mais également pour capturer ses proies composées majoritairement de petits rongeurs et de lézards. Son aspect général trapu ne l'empêche pas de se déplacer au sol avec aisance, en prenant appui sur le relief existant. Si le danger est trop pressant, la vipère amodite disparaît rapidement dans la végétation épineuse et les pierriers qui recouvrent les pentes du mont Sabotine. Le voyage s'achève dans ces montagnes chargées d'histoire qui n'ont pas livré l'intégralité de leurs secrets. Sur le chemin du retour, de nombreuses images défilent dans nos têtes. De la ténébreuse couleuvre verte et jaune, à la délicate parure nuptiale du triton ponctué méridional, sans oublier l'énigmatique protéanguillard et l'inquiétante vipère amodite. Toutes ces espèces ont marqué nos esprits de par leur originalité et la fragilité de leur existence. Pays atypique dans le paysage européen, la Slovénie s'est résolument tournée vers l'avenir, tout en veillant à protéger ses traditions séculaires et son patrimoine naturel exceptionnel. Espérons qu'elle conserve encore longtemps cette vision sage et optimiste qui fait d'elle un exemple, et pas seulement à l'échelle du vieux continent.